Yorana, bonjour. Alors avec nous aujourd'hui dans cette nouvelle édition de Fa'a to the Top, Maeva Tarahu McNicol. Yorana. Yorana Moitei. Alors, c'est pas tous les jours qu'on a avec nous quelqu'un qui est un Tamari Fa'a, qui s'est exporté avec succès, on peut dire. Mais avant d'arriver à la partie, on va dire, américaine de tes aventures, on va revenir un peu au départ. Et est-ce que tu peux déjà nous expliquer qui tu es et quel est le lien qui t'unit à notre belle commune de Fa'a? Premièrement, c'est un privilège d'être là. C'est vrai que je viens d'une famille de Fa'a, famille Tarahu et Tiritihau, très fière d'être de Fa'a. Alors raconte-nous un peu ton enfance. Qu'est-ce qu'on faisait à ton époque quand tu étais enfant ici à Fa'a? Oui, c'est une grande chance d'avoir vécu auprès de ma grand-mère, Bella Changping Tiritihau, qui nous a apporté énormément de richesses en grandissant et qui d'abord avait sa grande famille parce que ma grand-mère avait 11 enfants. Mais oui, c'est vrai, en grandissant, je me rappelle toujours de ce temps où je pouvais traverser la piste, l'aéroport, en allant de l'autre côté et on allait donc se baigner, on allait à la pêche. Donc ça, c'était de bons souvenirs. Et aussi, on allait en montagne pour le café, ça je me rappelle toujours. Voilà, c'était beaucoup de richesse en vivant dans ce quartier des Tarahu et Tiritihau, juste en face du Rimat. Et on allait à l'école et je fréquentais l'école NDA de Fa'a. Nos instituts étaient aussi, la plupart étaient de Fa'a, sous les ordres, la direction des, nous les appelons les bonnes sœurs, qui venaient du Canada. C'était que des bons souvenirs. Et donc j'ai fait toute cette grande partie jusqu'au moment d'aller vers la ville pour continuer nos grandes études, jusqu'au bac évidemment. Alors à l'époque, la jeune fille que tu étais, quels étaient tes rêves? Qu'est-ce que tu voulais faire? Est-ce que tu avais un métier en tête? Oui, absolument. Une de mes tantes, Jeanne Navarro, était une des premières hôtesses de la RAI. Et tu es devenue hôtesse de l'air? Non, je ne suis pas devenue hôtesse de l'air, mais j'ai gardé cette influence dans le tourisme, puisque au lieu d'aller en France, comme tout le monde le fait, moi j'ai choisi la Californie. J'avais mon futur pratiquement tracé dans les langues. Je dansais aussi dans Madeleine Maua. J'avais cette passion de notre culture. À quel moment est-ce que tu franchis le pas et tu t'exportes, tu pars de Tahiti et tu arrives donc aux États-Unis? Comment ça se passe? Donc j'ai 18 ans et pour moi c'était les langues. Donc je suis partie d'ici avec l'envie de revenir avec la langue anglaise et la langue espagnole. Avant d'y arriver à ce point-là, j'ai travaillé pour Paulette Viennot, qui est donc un tour opérateur local. Paulette, pour moi, était une légende. Enfin, c'était quelqu'un qui était très spécial. C'est une grande dame du tourisme et une des pionnières de l'activité, on peut dire. Exactement. Qui m'a aussi suivie. Elle m'a tenu la main pendant quelques années. Et elle m'a mise dans son équipe. Donc j'avais mon petit bureau qui était dans le Maeva Sofitel. Et donc là, on revient à 1980. Je me suis dit, si je pars aux États-Unis, ma grand-mère n'a pas d'argent. Pour moi, c'était important que j'essayais de bâtir des finances. À 18 ans, j'avais déjà tout mis en place mentalement, financièrement. Il fallait que je fasse ça, il fallait que je... Et donc, j'ai réussi à avoir un visa étudiant. Et donc, en 81, je vais voir Paulette. Et elle savait que j'avais un gros potentiel. Donc, déjà là, je me sentais importante. Et j'aimais beaucoup ce que je faisais. Mais avant de partir, évidemment, j'avais beaucoup de préparation à faire. Et dire au revoir à ma grand-mère. Mais j'imagine que ça n'a pas été facile, ça. Non, pas du tout. Ça a été émotionnel. Ça a été très, très dur parce qu'elle n'a pas accepté mon départ. Il fallait que je le fasse. Je lui ai dit, maman, t'es Harenevo mais elle m'a dit, non, si tu pars, tu vois, ça va être fini quoi pour elle. Donc voilà, émotionnellement, je m'en vais
Et aussi grâce à mon oncle Ben Teriteo, qui était en ce temps-là un grand architecte. Oui, oui. Lui habitait à Newport Beach. Je pars avec l'aide de papa aussi, parce qu'il ne faut pas que je l'oublie. C'est aussi grâce à lui que je pouvais m'en aller avec un billet, parce que c'était un ancien UTA. Et j'ai une famille sur place. Je m'installe et je commence à m'organiser, comment m'inscrire au collège. Et ça a été très très dur pour moi, parce que je rentre toute seule, je suis solo dans un grand pays, chez des étrangers, mais c'est aussi grâce à cette fondation que j'ai reçue ici, au Fénois, comme par exemple ma grand-mère, mes tantes. Toujours pas derrière, il faut que tu fasses le ménage, il faut que tu nettoies ça, il faut que tu puisses... La discipline. Oui, la discipline. Et donc, voilà, je m'engage à l'école. Là, ça a été dur et c'était des nuits blanches. Je me tapais la tête en me disant, qu'est-ce que je fais là? Après un mois, ça a été très, très dur. Donc tu es inscrite au collège. Et à quel moment tu vas passer dans la vie active, tu vas te lancer et trouver ta voie? Après ces 2 ans au collège, à Saddleback College, j'ai vu le potentiel que j'avais d'abord à pouvoir. Je me suis dit, ok, j'ai maintenu mon désir d'être hôtesse et je vais pouvoir le faire d'ici, parce que je commençais à rentrer quand même j'avais 19 ans et je me suis dit, ok, je vais pouvoir terminer et rentrer sur Tahiti, parce que mon visa aussi allait être périmé, expiré. Et j'ai commencé à me relier avec l'extérieur, c'est-à-dire avoir des amis, parce que j'étais très studieuse, parce que je voulais vraiment y arriver très rapidement. Mais c'est en me reliant justement avec les gens que j'ai bâti un carnet d'adresses pendant que j'étais avec Paulette Vino, de ceux qui vivaient aux États-Unis, surtout en Californie, dont Randy McNichol. De là, donc, on a commencé à être de très, très bons amis. Il me demande de quitter le lieu où je suis pour pouvoir venir sur North Hollywood. En restant donc avec Randy, je me suis aperçue que je pouvais aller dans un autre collège et j'avais aussi l'occasion de pouvoir trouver un petit job. Et j'ai pris un petit job dans un restaurant méditerranéen, pas loin des studios. Voilà, ça m'aidait à me payer mes études, parce que les études aux US sont horriblement chères. Voilà. Et malheureusement, j'ai été réprimandée, c'est-à-dire la loi m'a donc arrêtée, voilà, parce que je n'avais pas le droit de travailler. Je peux aller à l'école, je peux étudier, mais je ne pouvais pas faire ce que j'avais à faire. Donc ce que Randy a décidé, c'était de se marier. Le 5 mars 1983, donc on part donc sur Las Vegas et on se marie et on se met devant le même juge qui m'a expliqué pourquoi je ne pouvais pas rester là-bas. Et comme par hasard, ce juge a fait son honeymoon, revenait de son honeymoon de Tahiti. Oui, le monde est petit. Voilà. Et là, à partir de là, je ne pouvais plus revenir à Tahiti. Il fallait que j'attende quand même un temps, et j'ai mis 1 an pour attendre. Et pour moi, entre-temps, voilà, j'ai continué mes études. Et c'est pendant cette période-là que je réalise que être hôtesse de l'air, c'était pas pour moi, parce que j'avais acquis une expérience et je voulais faire plus. J'ai décidé qu'il fallait que je puisse suivre le rythme de la vie d'ici et comment ils font et comment ça se fait et comment ça se produit. Donc j'ai commencé dans une banque. J'ai travaillé pendant 2 ans avec cette banque et puis je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rester dans un bureau à tamponner, à remplir des formes et des formes. Et Randy, lui, il réalise qu'il veut quand même bâtir une famille et il veut sortir de Los Angeles. Donc, un poste se mettait en place pour San Diego. Et donc, il revient à la maison un soir et me dit, écoute, ça serait bien si on peut déménager et aller vivre sur San Diego. On s'installe en 85. Donc, je me suis dit, ok,
moi, je vais continuer à me trouver du travail. J'ai travaillé pour une assurance dentaire, un poste à mi-temps, parce que j'allais à l'université pour terminer donc mes études, parce que j'avais encore 2 ans à terminer. Bon, je me suis spécialisée en fin de compte dans tout ce qui était management. Et c'est comme ça, le style de vie, c'était tu vas à l'école, tu travailles à mi-temps, et tu manages tout ça. Je deviens superviseur à cette assurance. C'était le moment de fonder une famille. J'ai pris un autre poste avec Sequest, Sunto USA, qui appartenait à Jacques Cousteau. Et donc, je faisais tout ce qui était international là. Et je m'occupais de tout ce qui était les rayons, les cliniques, tu vois, de tous les managers qui partaient dans l'Asie pour faire leur séminaire. Voilà, et c'est ce que j'ai fait à mi-temps. Enfin, j'ai fait ça pendant 3 ans quand même. Et puis, Sequest mettait donc toute ma division licencié. Donc je perds. Donc, voilà. Comme ça, du jour au lendemain. Oui, voilà. Et ça a été dur pour moi. Ça a été une autre expérience. Et donc, ça a été une leçon très, très dure. Et je reviens donc ici à Tahiti pour me ressourcer et revoir ma grand-mère, ma maman. Et donc là, tu as déjà des enfants à ce moment-là? Non, je n'avais pas encore d'enfants. Voilà, je revenais parce que j'avais un problème d'être enceinte aussi. Voilà, donc je suis revenue parce que entre-temps, je voyais des spécialistes parce que je n'arrivais pas à être enceinte. Donc je m'inquiétais. Et quand j'ai appelé ma grand-mère pour lui dire que voilà, je n'arrive pas à être enceinte, il faut que je revienne pour me soigner. Donc, elle m'a mis au Ra'auhea, enfin le Ra'au Tahiti. Ah, donc tu es revenu voir ta grand-mère pour avoir des remèdes de grand-mère pour tomber enceinte. Oui, c'est drôle parce que maintenant... Oui, et ça a fonctionné. C'était très efficace puisque je rentre et Randy est revenu aussi pour avoir le même traitement. Et 6 mois appelle ma grand-mère pour lui dire « Maman, et je pense que je suis enceinte. » Ça a fonctionné. Et elle m'a dit « Oui, ça a fonctionné. » Et Randy, lui, il achète des donuts pour tous ses collègues au travail. C'était la fête. C'était notre premier enfant. Mais par la même occasion, j'ai eu une très longue discussion avec elle, avec ma grand-mère, pour lui dire que j'étais chagrinée parce que j'ai perdu mon travail, mais que je ne m'inquiétais pas parce que j'avais quand même des bagages solides. Et elle m'a dit « Ayou, remets-toi dans le tourisme parce que c'est là que je te vois heureuse. » Et c'est cette parole-là qui m'a donc donné l'envie de revenir. Et je me suis dit, comme j'ai abandonné quand même le tourisme pendant toutes ces années, il va falloir que je puisse me remettre dans le bain. Et je tombe sur cette agence dont les propriétaires étaient des docteurs. Ils n'avaient aucune notion de voyage, c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas qu'est-ce que c'était gérer une agence de voyage. Parce que ce que Paulette m'a appris, c'est resté gravé. Et donc, j'ai appliqué tout ça et ils ont vu que, waouh, tu vois, les affaires ont augmenté. Ça bougeait, quoi. Oui, et puis le peu de temps que j'étais là-bas, j'ai créé la division de FITs, d'individuels, les groupes. Et en fin de compte, mon premier groupe que j'ai mis en place, c'est grâce à ma tante Marie-Rose Vanna. C'est elle qui m'a fait amener mon premier groupe aux États-Unis. Et ensemble, on a discuté et je lui ai dit que ce groupe qu'on va mettre en place, il va falloir que ça va être un groupe qui reviendra sur Tahiti et qui éparpillera la bonne nouvelle, quoi. Parce que c'était ma publicité et comme tu le sais... Le bouche à oreille. Voilà, le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité. Et donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, on a pris soin de ce petit groupe de 25 personnes. Et à partir de là, c'est devenu une boule de neige. Et j'ai vu que j'étais exploitée, tu vois, après quand même 1 an de service là-bas. Et puis, là encore, je me suis rendu compte que il va falloir que je fasse quelque chose d'autre. On a décidé qu'il m'a encouragée à monter mon agence, ma propre agence de voyage. J'ai eu ma licence, excuse-moi, en 95. Et de là, je n'ai plus quitté Maïvatour. On a vu un peu toute ta progression. Et de là, on en arrive à ceci, le Heiva et San Diego.
Alors, à quel moment est-ce que ce nouveau bébé arrive? Comment est-ce que naît le Heiva et San Diego? Voilà. Il y a un club, une association qui s'appelle Friends of Tahiri. Donc, je prends en main Friends of Tahiri et je fais beaucoup de changements. Je change un peu le concept de Friends of Tahiri. Et mon premier gala, je le fais sur une plage. On s'amuse, Friends of Tahiri avance et on a augmenté le taux de membership et on a beaucoup plus de monde. On a un spectacle extraordinaire avec le peu de fonds que nous avons, on a pu mettre en place beaucoup de choses. Et je reste avec Friends of Tahiri pendant 4 ans. En 2010, je suis donc revenue sur San Diego avec mon dernier gala. Donc le board de Friends of Tahiri décide d'accepter que le gala est transporté jusqu'à San Diego. Et je le fais au Bali High de San Diego, avec un site extraordinaire sur la plage, vraiment exotique, qui va bien avec notre thème de Tahiti. Et là, on vend des billets comme des petits pains. Le gala était un truc exceptionnel, mais c'est aussi grâce à ma fille Lindsay. C'est elle qui m'a poussée à faire ramener l'association, le gala, sur San Diego, parce qu'elle a vu que j'étais fatiguée et puis elle voulait m'aider avec mon tour opérateur, pouvoir mieux vendre Tahiti. Tu vois, elle a vu cet angle aussi pour moi, de pouvoir mieux vendre la destination. Et elle m'a proposé de faire un Heiva. Et j'ai dit, Lindsay, c'est pas possible. Parce que non seulement, il faut que tu comprennes, le mot Heiva est sacré pour moi, parce que ça appartient à Tahiti. Et deuxièmement, c'est pas un petit travail et c'est pas, je te refuse tout de suite. Et elle était chagrinée, elle m'a dit, mais maman, je pense que ça va être bien, parce que elle est danseuse aussi. Elle a dansé dans Heiva ici avec Coco Tirao, mais elle a vu plus loin. Elle a dit, il faut à tout prix qu'on installe un Heiva ici sur les États-Unis. Et c'est comme ça que j'ai dit, ok, écoute, il faut que tu rentres, il faut que tu ailles voir mon cousin Julien May, et il faut que tu ailles voir mon oncle Oscar pour au moins demander une permission. Et donc, elle a dit ok. Et elle est revenue, elle est allée voir Julien, accompagnée par sa tante Vanna toujours. Et puis, elle est allée voir le président Oscar en ce temps-là. Son désir, enfin son vœu plutôt, a été exaucé et elle s'est dit ok. Et elle est revenue sur les US en me disant, maman, c'est bon, on m'a dit, Oscar et Julien m'ont dit que c'était bon, je pouvais en fin de compte faire un Heiva. Je me suis dit, ok, j'ai abandonné, j'ai laissé le Friends of Tahiri pour investir donc dans le Heiva de Lindsay. Et en 2011, donc, elle prend ses ailes et elle commence son Heiva. J'ai aussi accentué sur mon tour opérateur et que c'était important pour moi d'être aussi disponible pour tous ceux qui voulaient venir sur Tahiti. Puis c'est aussi cette raison que j'aide les groupes de danse à revenir et en fin de compte, c'est grâce à ce Heiva. C'est vrai que financièrement, c'est dur parce que je le finance toute seule, mais on commence à faire des collectes de fonds. À chaque Heiva, on donne une enveloppe pour ces associations, pour ces charités. Et donc depuis 2011, le Heiva et San Diego est devenu une réalité vivante qui grandit, qui... Magnifique, exotique. Je vais te dire, ce que Lindsay a mis en place dans son Heiva, c'est on attire énormément de danseurs de toutes les nations, de toutes ces communautés polynésiennes qui viennent nous soutenir. Et jusqu'à présent, on monte au chiffre de 395-406 compétiteurs qui viennent à notre Heiva. Et ce qu'ils aiment à notre Heiva, c'est que c'est authentique. Et alors, est-ce qu'il y a des groupes d'ici qui participent, des danseurs ou de Tahiti? Les locaux, on les invite à venir pour exposer notre culture, parce que c'est magnifique. Là, cette année, on a eu Bora, on a eu les Marquises. Les Marquises, c'est exceptionnel. Les Marquises nous ont beaucoup aidés. Ils étaient là pour notre Rahiri. Le Rahiri a été
a été ouvert par quelqu'un d'exceptionnel que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Leila, qui est une master de cérémonie. Le Rahiri a été bien fait par Boura. Leur danse, leur performance était un succès, mais l'authenticité, l'accueil chaleureux, je vais te dire que ça vient des Marquises. Parce qu'en fin de compte, je suis toute seule avec un board sur Tahiti qui est pris en charge par Hinanui Jennifer Langine et Tati Yvette Atemauri. Donc, je leur dois énormément à cette équipe d'ici. La valeur que nous apportons aux États-Unis à travers de ce Hiva est monumentale. Exporter notre culture, c'est une très très bonne idée. Quelles sont les dates du Heiva et San Diego? C'est toujours les mêmes dates? C'est toujours les mêmes dates et c'est souvent à la fin du mois de juillet et début août. Et cette année, là, on vient de célébrer le Heiva 2015 à San Diego et ça s'est déroulé la première semaine du mois d'août. L'année prochaine, c'est en juillet, c'est le 30 et 31 juillet, avec thème qui est Temoana. On va également arriver donc au terme de notre émission. On aurait voulu continuer de discuter, on aura peut-être l'occasion de se revoir pour une autre émission. Je voulais juste te demander en conclusion, est-ce que tu aurais un petit message à adresser à notre jeunesse, notamment ici de Fa'a? Oui, absolument. Ne jamais abandonner les souhaits que vous avez et c'est surtout dans la persévérance. C'est vrai qu'on a tendance à se laisser aller parce qu'on n'a pas les moyens peut-être ou on n'est pas encouragé. On n'a pas besoin de tout ça. Restez focus dans ce rêve et c'est important de savoir ce que tu as envie de faire. Utilisez surtout votre volonté, cette volonté de vouloir faire, de vouloir aider et vous y arriverez. Merci pour ce message, Maruru Maeva Tarahumak Nicole. Et donc à bientôt, chers téléspectateurs, chers auditeurs, pour une nouvelle émission de Fa'a to the Top. Merci, thank you, Moetei.